Cette capsule vidéo traite de l'utilisation des paramètres, des options et des valeurs de retour. Alors dans les exemples qui vont suivre, vous pourrez télécharger les codes sources des programmes sur Moodle pour les tester par vous-même. Tout d'abord, pour pouvoir récupérer des arguments en ligne de commande, nous allons utiliser le prototypage de la fonction principale main suivant. Alors le main prend comme premier paramètre un entier que l'on appelle usuellement argc et qui contiendra le nombre d'arguments passés à la commande. Comme second paramètre, main prend un tableau de chaîne de caractères. Ce tableau sera initialisé avec les arguments passés à votre programme. À noter que l'appel du programme lui-même est considéré comme un paramètre. Ainsi, si votre programme est ensuite exécuté avec / mon programme avec les trois arguments, argument 1, argument 2 et argument 3, votre variable argc sera initialisée à 4, votre programme lui-même et ses trois arguments. Quant à votre tableau de paramètres argv, il sera déclaré sous la forme d'un tableau de 5 cases. La première case contiendra la chaîne que vous avez tapée pour lancer votre programme. Si vous avez tapé / mon programme, la première case contiendra la chaîne / mon programme. Si vous aviez tapé /home /etu /toto /mon programme, la première case contiendra /home /etu /toto /mon programme. Dans la deuxième, troisième et quatrième case du tableau, il y aura successivement les trois arguments que vous avez donnés à votre programme lorsque vous l'avez exécuté. Et enfin, la cinquième et dernière case du tableau contient nul. Récupérez sur le site le programme argument.c. Regardez le prototype du main avec son entier argc et son tableau de chaîne de caractères argv. Alors compilez le programme. Alors j'affiche le nombre d'arguments en affichant la valeur de argc et chacune des cases du tableau argv avec ce for qui parcourt le tableau en affichant le contenu des cases de la case numéro 0 à la case numéro argc. Ensuite, essayez de l'exécuter, par exemple tapez /argument de Toto, Titi et Toto. Et le programme affiche qu'il y a 4 arguments. Que le premier argument soit l'argument numéro 0 est /argument, le deuxième argument est Toto, le troisième Titi et le dernier Toto. À noter que quand j'ai tapé Toto, Titi et Toto en ligne de commande, celles-ci sont découpées par le shell comme 3 chaînes de caractères. Et le shell s'est basé sur le séparateur d'arguments espace pour les identifier pour ensuite les passer à mon programme. Si j'ai besoin de passer un argument contenant le caractère espace, je dois utiliser les quotes ou le double quote. Regardez cet exemple. /argument, Toto, guillemets Titi, guillemets tutu et tata, guillemets, et puis quote Toto, quote. Alors, si je lance ce programme, mon programme affiche qu'il y a 5 arguments. Le premier argument, soit l'argument 0, c'est /argument, c'est-à-dire le nom du programme. L'argument 1 est Toto. L'argument 2, Titi. L'argument 3 est la chaîne Tutu et Tata. L'argument 4 est la chaîne Toto. Pour les options passées à une commande, ce sont des arguments comme ceux qu'on vient de voir, mais précédés du caractère tiret, ou caractère moins. Par exemple, comme dans sort -n -r. Un premier réflexe consisterait à se dire qu'il faut analyser chacune des chaînes de caractères de chaque argument pour voir si le premier caractère est un tiret. Puis en fonction de cela, traiter manuellement si le caractère fait bien partie des options de la commande. Ceci en se disant bien qu'il faut que les options puissent être passées dans n'importe quel ordre. Ainsi, sort -n -r et sort -r -n doivent se comporter de la même manière. Donc plutôt que de traiter tout cela manuellement, il vous faudra utiliser la fonction getOpt. GetOpt prend en argument argc et argv, les mêmes que ceux récupérés par le main, ainsi qu'une chaîne de caractères qui désignera le format des options. Dans cette chaîne format, vous indiquez toutes les options que vous voulez reconnaître. Pour les options qui acceptent un argument, vous ferez simplement suivre le caractère d'un 2 points. Par exemple, si vous voulez que votre commande puisse reconnaître les options -a, -b et -d, et que les options -c et -e acceptent chacun un argument d'option, on pourra donner comme chaîne de format A, B, C, D, E, Les options peuvent ensuite être utilisées ou pas lors du lancement de la commande, en combinaison et dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, -a, -b, -c et son argument, -d, -e et son argument, puis les arguments de la commande proprement dit, arg1, arg2 et arg3.
ou encore -BD. Oui, on a le droit de les coller en combinaison. -BD revient à dire -B et -D. -C est l'argument de -C et -A. Puis les arguments de la commande proprement dit, arc1 et arc2. Alors récupérer le programme option.c. Le format d'option qu'on utilisera est ABC de points, c'est-à-dire que les options reconnues sont -A, -B, -C avec l'option C qui admet une valeur. Alors voyez ici le getOpt dans cette boucle while. getOpt parcourt le tableau arcv et chaque fois qu'il rencontre une option, alors il le reconnaît car il y a un tiret devant, il extrait le caractère de l'option et le retourne. Il n'y a donc plus qu'à le tester suivant la valeur de l'option retournée par getOpt pour prendre en compte cette option. Ici, juste après le getOpt qui retourne l'entier option correspondant au caractère lu, vous voyez un switch sur l'option. Et si c'est un A qui a été rencontré, on affiche paramètre A rencontré. Si c'est un caractère B qui a été rencontré, on affiche paramètre B rencontré. Si c'est C qui a été rencontré, on affiche paramètre C rencontré. Et à noter que dans ce cas précis où getOpt a reconnu une option prenant un argument, getOpt va positionner cette variable globale externe optarg qu'il faudra avoir déclarée ici de façon globale et externe. Donc getOpt aura rempli cette chaîne de caractères optarg avec la valeur de l'argument associé à l'option -C. Vous pourrez ensuite utiliser cette option récupérée, optarg, dans votre programme. Si l'option ne correspond pas à une option du format, getOpt retournera un message d'erreur. Vous pouvez, pour traiter ce type de cas et les options inconnues, utiliser les variables externes optr et optopt. Vous pouvez consulter la page de manuel à ce sujet si cela vous intéresse. Grâce au while, toutes les options vont être traitées de cette façon-là par getOpt. Au fur et à mesure que getOpt avance dans le traitement de arcv, il incrémente la valeur de la variable externe, également à déclarer, optInd, qui lui indique le numéro de case qu'il est en train de traiter. Une fois qu'il n'y a plus d'options à traiter, getOpt retourne -1. Ensuite, vous pouvez traiter le reste des arguments à partir d'optInd jusqu'à arcc. Par exemple ici, j'affiche simplement le reste des arguments. Voilà, testons. Je compile et je lance la commande. /option, -A, -C, toto, titi, tutu. Mon programme affiche qu'il a bien rencontré l'option -A, l'option -C avec comme argument d'option toto, et le reste des arguments titi et tutu. Si je lance la commande /option -Z toto, getOpt me renvoie bien qu'il y a une erreur sur l'option -Z. Autre chose dans la programmation de commande, les valeurs de retour. On vous a appris l'an passé qu'il fallait toujours écrire votre programme principal en se terminant par return 0. Alors ce return 0 correspond à la valeur retournée par votre programme à votre shell. J'ai bien dit retourner, pas afficher. En shell et de façon générale en système, 0 veut dire que tout s'est bien passé. Si votre programme est arrivé jusqu'au bout sans encombre, dans ce cas, on retourne 0. Sinon, il faudra retourner un code d'erreur différent de 0. Alors comment est-ce qu'on peut récupérer cette valeur retournée par votre programme? En affichant la valeur de la variable $. C'est ainsi que vous pouvez intégrer votre programme dans un script shell, par exemple. Si mon programme s'est bien passé, c'est-à-dire si $. Vaut 0, alors on lance telle commande. Si mon programme s'est mal passé, c'est-à-dire si $. Est différent de 0, alors on lancerait une autre commande. Alors prenez le fichier retour.c. On essaye ici d'ouvrir un fichier en lecture. Alors on verra cette fonction open dans la capsule vidéo suivante. Toujours est-il que si open n'arrive pas à ouvrir le fichier en lecture, il retourne -1. Sinon, il retourne un nombre correspondant au descripteur du fichier. Dans notre programme, on va dire que si l'ouverture a échoué, alors la valeur de retour dans notre programme est 1. Et si l'ouverture réussit, on continue le programme. Et ensuite, on essaye de refermer le fichier qu'on vient d'ouvrir. D'accord, ce programme ne sert à rien, c'est juste pour comprendre le mécanisme des valeurs de retour. Alors de la même façon, on teste si la fermeture du fichier a réussi. Alors la primitive close retourne 0 si tout s'est bien passé. Alors si close a échoué, on va dire qu'on va sortir du programme avec la valeur de retour 1. Si tout s'est bien passé, on sort du programme avec le code 0. 0 qui veut dire tout s'est bien passé. Alors démonstration, je compile et je lance le programme avec un fichier qui existe et pour lequel j'ai les droits en lecture.
Alors, je regarde la valeur de retour. Echo $, point d'interrogation, j'ai bien 0. Alors maintenant, je lance le programme avec un fichier qui existe, mais pour lequel je n'ai pas le droit en lecture. Alors, /retour rat.txt. Si je regarde la valeur de retour, echo $, point d'interrogation, j'ai bien le 1 que j'ai choisi de retourner dans mon programme en cas d'erreur. Je compile et je lance le programme avec un fichier qui n'existe pas, donc /grenouille.txt, et j'ai encore ma valeur de retour 1 qui indique que mon programme a échoué. Alors ces messages d'erreur m'indiquant pourquoi l'ouverture du fichier a échoué, ici parce que je n'ai pas la permission, ici parce que le fichier à ouvrir n'existe pas, comment ça marche? Alors toutes ces primitives système, comme open, read, write, fork, etc., retournent un nombre différent de 0 lorsqu'elles rencontrent une erreur. Par exemple un problème de droit, ou de fichier inexistant, ou de problème d'accès à un périphérique, à une création de processus impossible, etc. La valeur retournée par ces primitives système est stockée dans la variable externe erno que vous pouvez déclarer en global et externe si vous voulez en lire le contenu. La fonction perror prend une chaîne de caractères à afficher sur l'erreur standard et la fait suivre systématiquement du message d'erreur. Pour cela, il consulte cette fameuse variable erno initialisée par l'appel système lors de l'erreur, puis, suivant le code de l'erreur, affiche le message correspondant à ce code. Alors, téléchargez à présent le fichier erreur.c dans ce programme, très similaire à celui précédent. Alors, j'ai choisi d'afficher la variable erno pour bien voir ce qui se passe. Et dans mon programme, cette fois-ci, en cas d'erreur, je ne vais pas retourner 1, mais je vais retourner la valeur d'erno. Alors, en lançant mon programme sur le fichier rat.txt pour lequel je n'ai pas les droits, je vois que l'erno est à 13 et que cette erreur documentée sur mon système indique que ce code correspond à permission denied. Je tape echo $, point d'interrogation après l'exécution de ce programme qui m'affiche bien 13. En lançant mon programme sur le fichier grenouille.txt qui n'existe pas, je vois que l'erno est à 2 et que cette erreur documentée sur mon système indique que ce code correspond à no such file or directory.